le Fraternity entra en orbite de la planète Morix. La petite planète désertique, aux couleurs essentiellement dans le spectre du rouge, ne laissait voir aucun nuage, aucune précipitation. Tout le monde était réuni dans la salle des opérations. Comme à son habitude, Skylar Camden alluma les informations galactiques. Il savait bien que, délivrées par les corporations, les informations ne valaient probablement rien, et les vrais sujets n'étaient pas abordés. Le présentateur poursuivait son explication en ces termes. Une autre attaque terroriste aurait eu lieu sur la colonie Astérion, près de la place Rupal, sur le planétoïde Calypso. La FSJ est sur place afin de protéger la population et un groupe d'intervention de la division Collision est intervenu pour déloger les terroristes du groupe Cyclone. Une centaine de morts civiles est à déplorer. Les activistes prêts à tout servent à rien. Oui, il faut renverser les corporations, mais pas de cette manière. Là, il y a que des innocents qui meurent. Ichiro contemplait la planète Morix depuis les grands hublots. Plus proche de la naine rouge de ce système double, cette vue n'était pas particulièrement agréable. Ils étaient loin de Nionov, qui avait beau être un monde sauvage, il était sans doute bien plus civilisé que ce qui se trouvait en dessous d'eux. Loki, donne-nous des informations sur la division Collision. La division Collision est le groupe d'intervention antiterroriste de la corporation Division Eclipse. Elle est actuellement dirigée par le commandant Duke Barkridge. Le présentateur reprit lors d'un autre reportage portant justement sur cette corporation que les pirates appellent en général les Noirs, dû à la couleur de leur logo qui était une lune partielle blanche sur fond noir, et de leurs équipements, en général toujours dans cette teinte. Avec eux, soit il fallait pouvoir clairement les identifier, soit vous ne saviez jamais qu'ils étaient responsables de quelque chose. Aboutissement du projet Phalange. Petit dernier de l'arsenal créé par la division Vesta. Un marcheur de combat armé de canons jumelés laser et de munitions d'artillerie 155 mm. De quoi tenir les renégats en respect durant les affrontements au sol. Une information attira l'œil d'Anatole dans le bandeau d'informations déroulant en bas de l'écran. Un industriel de Prima se suicide. Le bandeau d'informations suivant indiquait « Dissolution de l'administration d'Agrotech sur Luxury ». Après une rapide recherche dans leur terminal, le capitaine découvrit qu'il s'agissait d'Hector Lawson, un industriel du GERC, la corporation détenant le monopole dans l'ingénierie et l'exploitation de ressources minières. La défenestration sur Prima, la planète principale de la galaxie LU-611, la plus peuplée et surtout le siège des corporations, était encore plus dangereuse que partout ailleurs. Non pas pour le suicider, car les immeubles sur cette planète pouvant faire plusieurs centaines de mètres, il y avait de grandes chances de percuter des véhicules volants ou autre chose bien avant de toucher le sol. Le groupe remarqua qu'Anatole se tenait à l'écart, pensif, car la planète désertique ne lui rappelait que des mauvais souvenirs. Et ce qu'il s'y était passé il y a pourtant des années le tourmentait encore. Tout va bien, Anatole ? Oui, ça va. Tu peux nous donner des détails sur la personne que nous cherchons ? J'avais une connaissance ici. Elle a vécu sur Morix, mais elle a disparu. J'aimerais savoir si elle a pu revenir. Il nous faut plus d'infos. Elle a grandi sur la colonie Baldur, une petite ville assez banale. Mais quand j'y suis revenu plusieurs années après, tout le métal qui composait les structures avait été pillé, retiré, pour je ne sais quelle raison. Ses parents habitaient cet endroit, mais lors de mon retour, ils n'étaient plus là. Elle s'appelait Moira. Elle pourrait être partie à la recherche de ses parents. Elle pourrait donc être n'importe où sur la planète. Je pense que ça vaut le coup d'y passer. J'aimerais savoir si Baldur a encore changé ou si ses parents auraient pu revenir. Dois-je amorcer la descente ? Ichiro remarqua que les écrans subissaient des interférences et que les points cardinaux de leur radar de bord changeaient constamment, comme si un aimant était fixé sous le radar. Plusieurs éléments électroniques du vaisseau ne fonctionnaient pas. Allons-y, mais avec une très grande prudence. La descente vers la planète Morix était d'une simplicité déconcertante. Quelques turbulences lors de l'entrée dans l'atmosphère, mais cela se passait bien.
Parfois, Loki faisait tanguer le vaisseau de façon anormale, mais ne détectait aucun problème. Le capitaine ordonna alors à Anatole d'assurer sa fonction de pilote le temps de leur présence en ces lieux. Au travers des hublots, le groupe pouvait voir qu'il se dirigeait vers Baldur, proche de l'équateur. Le sol de la planète était composé de sable rouge et de très longs canyons, parfois de plusieurs kilomètres de large. Le sol était soit extrêmement plat, soit perturbé par d'immenses flèches de pierre. Ichiro tenta d'entrer en communication avec le spatioport le plus proche, situé sur la base Tiber. Le logo de mitrailleuse possédant des lauriers sur fond bleu informait le groupe de la présence du FSG sur place. La mise en relation ne put se faire en raison des interférences électromagnétiques générées par les deux étoiles. J'ai oublié de vous le dire, mais les corporations ont quitté Morix. Hormis quelques garnisons, il n'y a plus personne ici. Apparemment, il reste la FSG. Anatole pouvait situer la colonie Baldur sur un plateau au bord d'un canyon. Le groupe pouvait voir la base Tiber au loin, l'immense trou à l'est de Baldur, ainsi qu'une haute structure étrange au nord. Un volcan endormi était également visible au-delà du canyon. Ichiro n'était pas rassuré lorsqu'il constata le crash d'un gros vaisseau en bas du canyon. Le pilote fit atterrir le vaisseau à 2 km de l'endroit afin d'assurer un minimum de sécurité. Le léger choc de l'atterrissage se fit entendre, rassurant tout le monde à bord. Les appareils de mesure ainsi que les systèmes radio se mirent à dysfonctionner davantage. Le capitaine ordonna à Loki de passer en veille et d'économiser les batteries du vaisseau. Bien, équipez-vous, on va sortir. Skylar, tu gardes notre blessé. Les autres, avec moi. La structure qu'on a aperçue, elle n'était pas là avant. J'aimerais y jeter un œil. On va d'abord à la colonie. On obtiendra sûrement plus d'infos sur place. Nelsie récupéra le fusil de précision calibre 12-7 issu de son armurerie personnelle, ce qui amusa grandement Ichiro. Nelsie, un jour il faudra que nous parlions de ce que vous avez à compenser. Elle ignora sa remarque. Nelsie était la dernière arrivée sur le Fraternity. Elle avait été engagée par le capitaine Mashtan pour ses capacités physiques. Il savait qu'elle avait mené une vie de combat, mais elle était peu loquace à ce sujet. Elle était compétente et la loyauté semblait être l'une de ses valeurs fortes. Cela suffisait à Ichiro. En descendant du vaisseau, l'équipage fut pris d'un malaise. En effet, la gravité sur Morix était plus élevée. Anatole était habitué à ce phénomène, mais aucun des autres n'était jamais venu dans ce désert. La deuxième chose qui marqua le groupe fut la température étouffante. 45 degrés secs, absence presque totale de vent. Nelsie s'était équipée d'une large parka afin de ne pas affoler les gens avec son armure de combat. Les pierres rouges et le sable étaient brûlants sous leurs pieds. Le temps était parfaitement clair et les 2 étoiles étaient visibles dans le ciel, naturellement gris. Le désert à perte de vue et l'absence d'endroit où se cacher ne rassuraient pas l'équipage du Fraternity. Par endroits, une sorte de plante ressemblant à des trompettes cramoisies pointait vers le ciel. C'est dangereux? Je suis pas botaniste. T'es pas originaire d'ici? Ah non. J'en ai déjà vu, mais je n'ai jamais particulièrement prêté attention. Comme vous pouvez le voir, c'est un endroit absolument charmant. Avançons! Alors qu'ils progressaient, le groupe remarqua un flash bleu s'estompant sur leur gauche. Ils échangèrent un regard dubitatif. J'ai interrogé mon réseau d'informateurs. On y trouve vraiment tout et n'importe quoi. Il fonctionne comme une messagerie éphémère, et c'est essentiellement des hackers et des pirates qui le fréquentent. Toutes les pistes ne sont pas forcément viables, mais j'ai pu confirmer cette histoire de vers stellaire du message qu'on a trouvé sur l'Argus. J'ai appris que les civils avaient été abattus près de Zion, et que les réfugiés dont on a entendu parler aux infos ont été rapatriés sur le système Perceval. C'est quand même curieux. Pourquoi les corporations déploraient autant de moyens pour des civils du système Orphée? Ça cache forcément quelque chose. Nelsie regarda en direction de Baldur au travers de son télémètre. Elle vit des structures rudimentaires en bois assez espacées, hormis un groupe de bâtiments centraux.
Aucun signe d'agitation n'était visible. Anatole mit un masque et un foulard autour de son visage. En parcourant le désert à 500 mètres de Baldur, Anatole marcha sur quelque chose ressemblant à une pierre qui se mit à bouger. Un centipède d'environ 1 mètre de haut et 3 mètres de long émergea du sable. Sa peau, ressemblant à de l'écorce d'arbre rouge, se fondait parfaitement avec le sol et personne ne l'avait remarqué. D'un geste très vif, elle mordit Anatole à l'avant-bras droit alors qu'il essayait de se dégager. Ah, putain, la saloperie! La créature glissa rapidement sur le sol pour fuir. En examinant la plaie, tout le groupe constata un venin clair suinté de la morsure. Nelsie, par réflexe militaire, appliqua un garrot au niveau du biceps d'Anatole afin d'empêcher le venin de se répandre trop rapidement. Ils décidèrent de ne pas retourner au vaisseau. En effet, ils ne connaissaient pas la faune de Morix. Les habitants de Baldur avaient bien plus de chances d'avoir l'antivenin adéquat. En approchant de la colonie, le groupe put voir les bâtiments en bois possédant 2, parfois 3 étages. Ils remarquèrent sans difficulté la présence de pièges autour de la colonie. Pièges à ours, trous dissimulés, fils tendus accrochés à des explosifs, toutes sortes de pièges entouraient la colonie Baldur. Les habitants n'ayant pas l'air d'apprécier les visites à l'improviste, le capitaine Mashtan poussa la voix. « Ouais! Y a quelqu'un! Nous avons besoin d'aide! Notre ami a été blessé !» Il pouvait apercevoir un groupe de personnes dont un homme se détacha pour venir à la rencontre des mercenaires du Fraternity. Un homme grand portant des favoris épais qui se rejoignaient en moustache, menton rasé et chapeau marron vissé sur la tête. Cet homme semblait nostalgique d'une époque dont on ne parle que dans les livres, mais d'après ce qu'avait pu voir Ichiro, il semblait que l'ensemble des gens de la colonie suivaient cet exemple. L'homme se présenta devant Ichiro de l'autre côté du fil tendu et le toisa un moment en caressant son fusil de chasse. « Monsieur, on a besoin d'aide. Notre ami a été mordu par l'un de ces trucs rouges. » Sympa la faune par chez vous! Monsieur, c'est pas monsieur, c'est shérif. Ah, excusez-moi, monsieur le shérif. Vous êtes perdu? Nous venons d'atterrir et nous avons besoin d'aide. Peut-être qu'on pourrait faire quelque chose en échange. Ah, vous croyez? Vous n'êtes pas les premiers touristes à vous pavaner dans le coin. Nous ne faisons pas vraiment de tourisme. Mais il y a un peu de cela, en effet. Bon, est-ce qu'il est possible de trouver de l'aide pour notre ami dans votre coin tout à fait joyeux et bucolique? C'est dangereux par ici. C'est curieux tout ce qui se passe en ce moment. On a un chasseur de primes qui est passé. Ça peut encore aller. Par contre, le guignol en costard, je sais pas ce qu'il espérait trouver ici, mais il faisait moins le malin lorsqu'il est tombé. On a eu aussi cette mécano à la manque qui revenait de je sais pas où. Elle avait des pustules sur la tronche. J'espère que cette connasse nous a rien refilé. Sans vouloir vous couper, shérif. Riker. Shérif Riker, donc. Pourrait-on avoir l'antidote dont nous avons besoin? Allez-y, enjambez. Donc si je comprends bien, vous avez un vaisseau. Vous nous avez pas vus. On a fait un bel atterrissage pourtant. Vous faites beaucoup le malin. Tout le monde n'a pas la chance de pouvoir aller d'un système à un autre. Si vous en êtes capable, c'est que vous n'avez aucune idée de ce qu'est la vie dure. J'ai eu mon lot de soucis. Mais on peut en discuter. Autour d'un verre une fois que mon ami sera guéri. Vous ne savez vraiment pas ce que c'est? Je suis pas vraiment du coin. Je suis assez débrouillard, mais sur ce coup-là, il va me falloir un peu d'aide. Essayez donc d'en trouver. Et ensuite dégagez de ma ville. Alors que le groupe terminait cette conversation, ils atteignirent le centre-ville et remarquèrent qu'à l'image du Far West tel qu'on le décrit dans les vieux livres d'histoire ayant été numérisés aujourd'hui, tout le monde était armé. Les habitants semblaient ne pas vouloir avoir affaire avec l'équipage du Fraternity et préféraient se cloîtrer chez eux le temps de leur présence. Autour d'eux, les mercenaires pouvaient voir une sorte de magasin général et un grand bâtiment en bois duquel provenait une musique jouée au piano. Ce gars-là n'était pas là avant. Et tout le monde était ainsi armé? Non, c'était vraiment la dèche ici.
J'y connais pas grand-chose en médecine. Il faut trouver quelqu'un ici et rapidement. Il y a de grandes chances que la personne la plus qualifiée ici soit le barbier. Alors que le groupe se dirigeait vers le grand bâtiment, ils remarquèrent des gens en train de désosser un petit vaisseau sérigraphié FSG, plus loin dans la rue. En entrant ce qui s'apparentait à un saloon, la scène leur parut surréaliste. Un barman opulent, chauve et portant une grosse moustache surplombait un comptoir sur lequel une femme semblait ivre-morte. Plusieurs tables se situaient dans la grande pièce, dont une notamment où 4 hommes jouaient aux cartes, leurs différentes armes étant posées sur la table. Sur leur droite, un homme jouait sur un très vieux piano rafistolé. Toute cette scène parut hors du temps pour l'équipage du Fraternity. Un autre individu, accoutré tel un pirate, portant une cartouchière en bandoulière, semblait ivre, près d'une fenêtre à l'extrémité du bar. Alors que Nelsie emboîta le pas vers le comptoir, l'individu en question vomit sur le sol du bar. Qu'est-ce qu'on nous sert ici? C'est pour le bras de mon ami. Du torboyau ou rien? Vous avez un médecin ici? Un médecin? Pourquoi faire? Ceux qui ne sont pas assez forts meurent. C'est aussi simple que ça. Oh, t'as pas payé. Et est-ce qu'avec ça, j'ai le droit à la bouteille? Ichiro posa une grenade flash sur le comptoir. Vous avez des antidotes, oui ou non? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Ah, ça c'est pas bon. Faut vous amputer le bras. C'est ça, j'ai vécu bien pire. Vous en avez ou pas? Je vous assure, une morsure de Kaelite est intraitable. Ce sont peut-être les créatures les plus dangereuses de la planète. Et pisser sur une morsure n'a jamais servi à rien. Je suis désolé pour toi, gamin. Mais je pense qu'il vaudrait mieux que tu perdes ton bras. Quels sont les symptômes? Engourdissement. Vous allez perdre la sensation de votre bras. Ça va se répandre et nécroser vos muscles. Vos organes finiront par vous lâcher. Un gars ici est mort de ça il y a peu. Je peux pas vous dire exactement le temps que ça prendra. Ça dépend de votre corpulence. Je tiendrai un peu plus longtemps que toi. Tu ressentiras les premiers effets au bout de quelques heures. Et est-ce que vous avez un boucher dans le coin? On a des braconniers. Et la demoiselle, c'est qui? C'est Elsie Cooper, la tricheuse. Elle est interdite de jeu. Je vois qu'elle n'a pas perdu sa mise. Il est plus surprenant qu'elle n'ait pas perdu sa vie. En tout cas, nous, on pourra pas vous aider. Faudrait plutôt demander ça aux gens du dessus. La FSG, par exemple? Ouais, mais on les a mis dehors. On leur a foutu une belle branlée. Vous avez réussi à virer une corporation de votre planète? Ils sont bien armés en temps normal. Nous aussi, on fait de la récup. Mais tu sais, ça s'est fait sur des années. En général, ils reçoivent les derniers équipements high-tech. C'est bien le problème. Ici, rien ne fonctionne. La moitié de leur arsenal ne sert à rien. Quel est le bâtiment qu'on voit là-bas? C'est l'observatoire. On l'a construit à partir de ce qu'on a pu trouver. Comme ça, on peut voir s'il n'y a pas des bleus ou des noirs qui viendraient pour un match retour. Et faites attention dehors! Vous les avez vus? Les flashs de couleur? On en a vu un en arrivant. Ils sont de plus en plus fréquents. Vous savez ce que c'est? Par ici, on les appelle les ombres. Mais personne ne sait vraiment ce que c'est. Si ce n'est que c'est extrêmement dangereux. Le nom des Gint, vous dit-il quelque chose? Tu serais pas déjà venu dans le coin? Possible. Vous avez dit vous appelez comment? Leroy Ross. Mais ceux qui me connaissent m'appellent Cravache. Anatole observa le pirate qui vomissait à présent du sang par la fenêtre du bar. Son uniforme lui rappelait vraiment celui des gardes du harem qui avaient réduit Moira et d'autres gens en esclavage ici même. Cela faisait des années, mais il ne faisait aucun doute qu'il en avait fait partie. L'individu avait la peau grêlée et semblait vraiment mal en point. Difficile de croire que l'alcool seul puisse mettre quelqu'un dans cet état. Anatole s'assit à côté de lui. L'individu le remarqua et empoigna son fusil d'assaut. Il ne désigna personne avec, car il savait très bien que sur cette planète, quelqu'un tirerait forcément plus vite que lui. Alors qu'Anatole et lui échangèrent un regard soutenu, l'homme s'écroula. Ah! Une vipère à terre!
Le barman attrapa le corps du pirate et le jeta comme un sac poubelle à l'extérieur du bar. 2 de ses semblables qui passaient dans la rue le traînèrent vers un bâtiment qu'Anatole reconnut. Il avait sensiblement changé, mais c'était bien là. Nelsie rejoignit Anatole dehors alors que le capitaine resta plus longtemps dans le bar. Le pilote et la mercenaire restèrent à bonne distance du bâtiment en bois à 1 étage, mais Anatole ne put en détacher le regard. Il semblait que le shérif Riker, s'il exerçait une quelconque autorité, n'avait rien à voir avec la loi galactique. Tu connais cet endroit? Ouais, il a un peu changé. Il y a 4 ou 5 ans, ces gars-là géraient une mafia qui s'était appropriée toutes les ressources en eau de la région. En plus de faire du trafic sexuel et humain. Ce bâtiment-là était leur quartier général. C'est de Kostin dont tu parles? Tu le connais? Kostin Olegovitch, oui. Il n'est plus sur Morix depuis un moment. Qu'est-ce que tu sais sur lui? Je sais qu'il dirige une bande de pirates maintenant. J'ai entendu son nom par-ci par-là. Eh ben... dis-toi que s'il est devenu le pirate qu'il est aujourd'hui, c'est... un peu à cause de moi. Comment ça? À l'époque, quand j'étais chasseur de primes, mon équipage et moi avons foutu en l'air son business. C'est pour ça que je dissimule mon visage dans le coin. Et Moira dans tout ça? Elle était l'une de ses esclaves. C'est pas le genre d'histoire qu'on entend souvent. Je sais que tu voudrais visiter tout ça, mais il faut s'occuper de ton bras avant toute chose. À moins que 2 bras robotiques te font envie. 2 hommes armés sortirent du bâtiment pour fumer une cigarette. De l'intérieur, un cri de douleur se fit entendre. Fais pas ta gonzesse. Nelsie décida d'aller jeter un œil à l'arrière du bâtiment. Elle ne pouvait risquer de s'approcher davantage, mais comptait 8 personnes rassemblées autour d'un objet. Attention, fais pas tomber ce truc. Il semblait confectionner une sorte de fusil plasma sur lequel il montait un petit cristal vert. Nelsie s'éloigna. Je ne vois pas comment elle a pu se faire attraper. Telle que je la connais, elle sait se débrouiller. Ça me plaît pas tout ça. Je t'en demanderai sûrement plus, mais retournons au vaisseau d'abord pour nous occuper de ton bras. Je tiens pas à ce que tu tombes comme l'autre ivrogne dans le bar. Après une demi-heure de marche sous le soleil brûlant qui ralentissait leur progression, ils aperçurent Skylar à l'extérieur du vaisseau, patrouillant. Skylar, fais attention! Il y a des créatures rouges et mortelles! Justement, je veillais à ce que rien ne rentre dans le vaisseau. Veille aussi à des flashs bleus! Il pourrait s'agir d'un truc dangereux! J'ai bien vu un flash, mais orange. Le groupe se rendit à l'infirmerie, où Killan, qui avait reçu 4 balles, poursuivait sa convalescence. Il était conscient mais allongé sur une table en métal sous une couverture. Ça va? Oh, j'ai connu mieux. Je pense qu'encore un coup comme ça et c'est la fin. Killan se leva péniblement en s'appuyant sur Ichiro afin d'examiner la blessure d'Anatole. C'est moche. Ah, je reconnais la morsure de Kélite. Ce n'est pas mon domaine, mais je sais que Anguisse Biopharma avait mené une expédition pour récupérer ces créatures. On n'en trouve que sur Morix, et il est possible de faire des onguents et autres antidotes à partir de leurs glandes. Et toutefois, ils se défendent avec un poison mortel, pas de bol. Le docteur fournit une solution à boire aux pilotes, provenant du matériel qu'ils avaient volé sur l'Argus. Ils ne pourraient pas faire mieux en l'état actuel des choses, mais cela ralentirait la progression du poison. Tu as entendu parler d'une créature surnommée Ombre par ici? Navré, mais ça me dit rien. Le groupe décida de tenter sa chance du côté de la base Tibère, dirigée par les forces de sécurité galactiques. Bien qu'ils appartenaient à une corporation, ils restaient les forces de l'ordre.